Expérience avec, pardonnez-moi de dire ça, mais avec Mediapart, que je prends tout ce qu'ils disent avec beaucoup de recul. Hein. Moi, je n'ai rien contre Mediapart. Vous êtes de Mediapart, c'est ça? Gagné! Fake news. De retour sur le plateau de Mediapart Live à partir de 21h30 avec René Bachmann et Thomas Cantaloupe. Nous reviendrons avec de nombreux invités sur les révélations de cette semaine et de la semaine dernière de Mediapart sur le programme secret au cœur de l'épouvante, c'est-à-dire les armes chimiques de Bachar el-Assad en Syrie. Mais avant, tout de suite, il est 20h36, il avait promis d'être là, il n'est pas là, il ne viendra pas. Bernard Tapie, qui avait sollicité, enfin, après des années de conversations parfois très vives à distance avec Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart et présent sur le plateau, avait dit qu'il acceptait de venir converser avec nous sur l'affaire qui porte désormais son nom. In fine, à la dernière minute, on a appris ça dans la matinée, échaudé, dit-il, par un des derniers articles signés par Laurent Mauduit. Monsieur Tapie nous fait faux bond et ne viendra pas. Pour autant, il n'est pas là. Mais on parlera quand même de l'affaire Tapie au miroir de la République et de la République au miroir de l'affaire Tapie. Alors, pour en parler, 4 invités, 3 qui sont présents autour de moi. D'abord, Éric Alt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrat et vice-président de l'association qu'on ne présente plus, Anticor, association anticorruption. Laurent Mauduit, bonsoir Laurent. Salut Fabrice. Alors, tu chroniques l'affaire Tapie depuis les tout débuts de Mediapart, puisque l'éclatement du scandale de l'arbitrage, c'est 2008, c'est l'année de naissance de... Juillet 2008. Juillet 2008, on est né en mars 2008, et tu es l'auteur de 2 ouvrages sur l'affaire. On voit là bien ta pugnacité, dont le dernier en date est de 2013, voilà, j'y arrive, chez Stock, Tapie, le scandale d'État, et il y en avait un précédent qui s'appelait Sous le tapis. Jeu de mots, toujours aux éditions Stock. Et puis, à côté de toi, Bruno Dandero, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris 1, plus connu sous le nom de la Sorbonne. Vous êtes notamment spécialiste de la justice qu'on dit consulaire, c'est-à-dire les tribunaux de commerce. Et dans le fil de l'émission, par Skype, nous aurons Benoît Gilles, qui est le rédacteur en chef de Mars Actu, c'est-à-dire à Marseille, là où Bernard Tapie a investi dans la presse, notamment en rachetant le quotidien La Provence. Le groupe La Provence. Le groupe La Provence, dont le vaisseau amiral et le quotidien. Matin, Var Matin, beaucoup d'autres. Absolument. Alors commençons par le plus récent, par l'actualité, qui est double au regard de l'affaire Tapie. Laurent, d'abord le 18 mai, décision, un arrêt de la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction judiciaire française, qui condamne Bernard Tapie à rembourser le fruit de l'arbitrage présumé frauduleux, considéré comme une escroquerie en bande organisée par plusieurs magistrats du pôle financier de Paris. Et puis, patatras, hier, le tribunal de commerce décide la validation du plan de sauvegarde proposé par Bernard Tapie, qui lui permet, du coup, de ne pas rembourser, si je comprends bien. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les ressorts et la tension qu'il y a entre ces 2 jugements? Voilà, donc c'est une grosse surprise parce que donc la décision, l'arrêt de la Cour de cassation, 18 mai, c'est la fin d'une très longue procédure. Donc l'affaire, le scandale commence le 7 juillet 2008, la fameuse sentence où Bernard Tapie reçoit 404 millions d'euros indûment. Et puis, donc, il y aura une procédure très complexe avec le 17 février 2015, l'annulation de l'arbitrage. Donc, ce n'est pas présumé frauduleux, c'est annulé parce que la justice considère qu'il y a eu fraude. Il y a eu des éléments de la procédure pénale qui ont été transmises à la justice civile. Et donc, la Cour d'appel de Paris annule l'arbitrage. Et donc, l'affaire est rejugée au fond en décembre 2015. Et donc là, la justice, la Cour d'appel, considère que l'ex-banque Crédit Lyonnais, l'ex-banque publique, n'a pas lésé son client. Oui, parce que, alors, est-ce qu'on peut faire un tout petit point d'arrêt là-dessus? Parce que
tu l'écris régulièrement dans tes papiers, tu l'as documenté dans un film qui a été diffusé sur Public Sénat, hein, sur l'affaire Tapie, sur cette histoire qui est à l'origine de tout, le rachat d'Adidas, grâce à l'apport du Crédit Lyonnais et 2 autres banques, hein, d'ailleurs, au profit de Bernard Tapie. On entend comme ça, hein, de manière permanente depuis maintenant 20 ans, que Bernard Tapie a été lésé, floué, filouté par la banque dans cette histoire. Donc maintenant, il y a une vérité judiciaire. Voilà, toi, tu dis que non, pas du tout. Moi, je l'ai beaucoup écrit, beaucoup documenté, et la justice a validé ce qui était ce que moi j'écrivais. Hein. C'est en fait, Tapie, dès 1994, fait 2 griefs à sa banque, une filiale du Crédit Lyonnais, la SDBO, en disant qu'elle avait manqué de loyauté lors de la vente d'Adidas et qu'en plus, elle s'était portée contrepartie. En clair, qu'elle avait partiellement acheté ce qu'elle était censée vendre. Hein, et hauteur de 20%. C'est là-dessus qu'a porté le litige au plan civil depuis 1994, avec des rebondissements, cour d'appel, cour de cassation, arbitrage, et à nouveau cour d'appel et cour de cassation. Donc maintenant, l'affaire est tranchée. Et pourquoi est-ce qu'il y a un effet de sidération après la décision, l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai? C'est que c'était après l'annulation de l'arbitrage et le jugement sur le fond, Tapie a fait des recours, et c'était le dernier recours qu'il fait devant la Cour de casse, qui est jugé, qui est rejeté, et donc il n'a plus de recours possible. Et donc le 18 mai, on se dit enfin, Tapie va devoir rembourser. Et c'est fini. Pas seulement 404, parce que depuis 2015, les intérêts ont couru. Hein. C'est à peu près, les intérêts, c'est 70 000 € par jour. Donc ça va très vite. Maintenant, la créance de l'État sur Tapie, c'est à peu près 475 millions d'euros. Donc la somme a beaucoup augmenté. Donc on se dit, ça y est, c'est fini. Depuis 2008, hein, ça a pris 9 ans, enfin, pour qu'il y ait la fin de la procédure judiciaire. 9 ans. Mais qu'apprend-on? Qu'est-ce que moi j'ai découvert et que j'ai raconté sur Mediapart? C'est qu'au préalable, il y a une audience, pardon, j'emploie mes mots qui ne sont pas ceux du juriste, une audience à huis clos au tribunal de commerce. Hein, donc on ne peut pas y assister, c'est toujours à huis clos. La presse donc ne peut pas y assister, ne peut pas raconter. Et le jugement du tribunal de commerce a été mis en délibéré, on l'a pris hier. Et la décision du tribunal de commerce, c'est de permettre à Tapie de ne pas rembourser pendant 1 an et d'échelonner ensuite les remboursements sur 6 ans. Et je trouve que et je l'ai écrit comme ça, je trouve que c'est stupéfiant pour 2 raisons. Et ensuite, l'universitaire validera ou pas ce que je dis. Stupéfiant dans le fond et dans la forme. Pourquoi dans la forme? C'est que le tribunal de commerce valide un plan de remboursement stupéfiant. Parce que Tapie, je l'ai dit, doit 470 millions d'euros. Et il amène en garantie, sans rien vendre, des biens essentiellement immobiliers, donc qui ne génèrent pas de revenus, qui recouvrent à peu près 1/3 de la somme. 1/3 de la somme. Le seul bien qui génère des revenus, c'est la Provence. Hein. Et Tapie imagine des dividendes fous. Il imagine que la Provence va lui fournir, à titre du remboursement, 20 millions d'euros sur les 6 ans. Donc il imagine qu'il va ponctionner 3,5 millions d'euros par an sur la Provence. Donc même si c'était possible, c'est totalement irréaliste. Même si c'était possible, c'est-à-dire qu'il va assécher la Provence, il va ruiner la Provence. Et donc, dans la forme, c'est stupéfiant, parce qu'il n'y a pas les garanties du remboursement, même de manière échelonnée. Hein. Et puis, je trouve ça stupéfiant dans le fond, et je ne suis pas juriste. Pourquoi je dis stupéfiant dans le fond? C'est que la fraude est établie maintenant. Au plan pénal, on ne sait pas encore s'il y a eu escroquerie, il y a juste une présomption d'escroquerie avant d'organiser. 6 personnes mises en examen. Hein. Oui, voilà, on n'a pas encore l'ordonnance de renvoi. Mais donc, du coup, vous faites une escroquerie, une possible escroquerie, vous gagnez de l'argent, vous achetez une entreprise, vous prenez en otage une entreprise, et vous dites, ah, tribunal de commerce, je suis sauvegardé. Je trouve que... je veux dire, quand on voit les sommes qui étaient mises en cause dans le débat public au moment de l'affaire Fillon, sommes dérisoires. Quand on pense que tout le pays a débattu de moralisation de la vie publique, là, il s'agit de 475 millions d'euros, des sommes beaucoup plus considérables. Et voilà. Laurent, toi, ce que tu dis, en quelque sorte, et on va interroger ensuite l'universitaire et spécialiste des tribunaux de commerce, mais c'est que le tribunal de commerce de Paris fait paravent à la justice. Et ça n'a jamais arrêté. Je pourrais raconter 10 histoires, j'en raconte qu'une seule. Une seule, mais 10 histoires de dysfonctionnement gravissime du tribunal de commerce. Quand Tapie gagne son argent, après l'arbitrage frauduleux,
il se prévaut de cet arbitrage pour aller devant le tribunal de commerce pour demander la levée de sa mise en liquidation. Hein, il est toujours, lui, mis en faillite personnelle. Le procureur ne voulait pas, en disant respect de l'autorité de la chose jugée, était mis en liquidation en 1994, il le reste. Le procureur a reçu l'ordre de ne pas aller à l'audience. Je l'ai constaté. À l'audience, le parquet n'était pas présenté. Et au tribunal de commerce, en tout cas de Paris, celui que je connais le mieux, ça n'arrête jamais. Il y a des réseaux d'amitié, des réseaux d'amitié parfois francs-maçons affairistes, qui sans arrêt polluent les procédures et font que les règles de l'état de droit, me semble-t-il, ne sont pas respectées. Alors, Bruno Dondero, vous êtes un spécialiste des tribunaux de commerce, et pour filer un peu l'image de Laurent Mauduit sur la question, les tribunaux de commerce, ça fait, je dirais, 2 décennies qu'on en parle, sous le poids du soupçon et sous l'idée d'une justice au-dessus des lois. On se rappelle, pour ceux qui regardent un peu tout ça de près, notamment du rapport parlementaire des députés Montebourg et Colcomblé sur la question. Absolument. Et de l'extérieur, et je pense que pour ceux qui nous regardent, d'abord, on ne comprend pas très bien quelle est la nature de cette justice, et ensuite que, à l'abri du secret, des audiences à huis clos, entre quelques connaissances de milieux bien autorisés, on arrange ces affaires au mépris parfois du droit défendu par d'autres juridictions. J'outre volontairement mon propos, mais quel est le point de vue de l'expert sur la question au regard de l'affaire qui nous intéresse ? Alors, moi je commencerai, c'est pas pour faire un débat et pour défendre à tout prix les tribunaux de commerce, mais c'est une institution qui est, dans son idée, une très bonne institution. Parce que l'idée, c'est qu'on ait une juridiction de chefs d'entreprise qui viennent intervenir sur des questions qu'ils comprennent a priori mieux que le magistrat de carrière qui n'a pas été à la tête d'une entreprise. On a des grandes juridictions, on a des plus petites juridictions. Le tribunal de commerce de Paris, c'est une juridiction qui est bien sûr la plus importante, qui juge des très grandes affaires. Je tiens à le dire ici, c'est un tribunal dans lequel siègent de très grands chefs d'entreprise comme Patrick Sayer, par exemple. C'est pas lui qui a rendu cette décision, mais c'est un très grand avantage pour la France et pour son économie d'avoir ce type d'institution. Patrick Sayer, pour ceux qui ne savent pas, est le patron d'un des grands fonds français qui s'appelle Euraseo. Euraseo, absolument. Alors, juste à ce point de la discussion, petite objection, votre honneur. À main gauche, vous dites, bon, c'est de la compétence des magistrats. Enfin, ce ne sont pas des magistrats, ce sont des professionnels qui, plus que des magistrats professionnels, peuvent connaître la chose jugée. À main droite, j'ai envie de vous dire, oui, mais alors est-ce que ce n'est pas l'entre-soi ? Alors, ça peut être, il faut le dire tout de suite, ça peut être un nid de conflit d'intérêts, parce que vous allez être jugé par votre concurrent, par votre allié en affaires. Bon. Et les tribunaux de commerce font l'objet, enfin comme les juridictions entre guillemets normales, font l'objet de règles de prévention des conflits d'intérêts, doivent s'abstenir de juger s'ils sont en situation de conflit d'intérêts. Bon, on sait, et je ne l'apprends pas ici, qu'on a eu un nombre de dysfonctionnements qui ont été remarqués par la presse, qui ont été soulignés par la presse. Ici, c'est pas du tout, encore une fois, je veux donner un point de vue d'abord technique avant qu'on aille plus loin. Parlez tranquillement. Voilà, nous sommes là pour faire de la pédagogie. Voilà, sur ce jugement en particulier du 6 juin, on a l'impression, effectivement, et c'est malheureux, on a l'impression que le tribunal de commerce vient bloquer la justice, vient entraver la justice, parce qu'on voit une décision de la Cour de cassation qui dit que maintenant c'est fini, il faut rendre l'argent, et on voit le tribunal de commerce qui dit halte là, on ne passe pas. C'est barrage. Oui, vous allez rendre l'argent, mais c'est sur 6 ans, c'est d'abord 10%, puis 10%, et puis bon. À votre guise. J'attire votre attention sur le fait que le plan de tapis n'est pas un plan qui est validé par le mandataire judiciaire, c'est le plan de tapis. Et le mandataire judiciaire, dans le plan, dit qu'il n'a pas pu certifier les comptes. Il n'y a pas de personne. Ce que tu veux dire, Laurent, c'est qu'il n'y a pas de personne extérieure qui vient valider le plan de tapis. Alors, il n'y a pas d'avis autorisé. Il y a un expert qui est intervenu et au final... Il n'a pas pu certifier les comptes. Alors, oui, j'ai plus... Voilà, j'ai pas forcément la décision intégralement en tête, mais j'ai bien noté qu'un expert est intervenu, que le ministère public, lui, considère que c'est vers la liquidation qu'il faudrait aller. Le cœur de la décision, c'est vraiment le moment où on dit que
en réalité, voilà, je ne prends pas parti là-dessus, mais il y a un passage très important dans la décision où on dit que la liquidation judiciaire ne changerait rien pour les créanciers et qu'il y a plus intérêt à mettre l'entreprise en sauvegarde. C'est plus pérenne pour le remboursement, c'est ça? Oui, c'est ce que dit la décision. La décision dit ça n'avantagera pas particulièrement les créanciers de mettre en liquidation judiciaire tout de suite. C'est pas du wishful thinking, ça? C'est pas de la prophétie autoréalisatrice? C'est vrai qu'on peut se dire une liquidation judiciaire, c'est quelque chose qui est irrémédiable. Alors, sous réserve de ce qu'on disait précédemment, une liquidation judiciaire, ça y est, l'entreprise est terminée, il faut liquider les actifs, il faut les partager entre les créanciers, alors qu'une sauvegarde, on a l'espoir que un jour ou l'autre, ça ira mieux et que l'entreprise repartira. Il faut quand même dire que dans la décision, il est écrit notamment que un des actifs de l'entreprise, c'est les créances que l'on espère venir voir, les créances sur le CDR, le jour où il sera donné raison aux sociétés du groupe Tapi. Donc alors, ça, le déjà, CDR, c'est le consortium de réalisation qui avait récupéré ce qu'on appelait les actifs douteux. La structure de défaisance publique qui avait récupéré les actifs du crédit, douteux de l'ex-Crédit Lyonnais. Lyonnais. Lyonnais avait connu Donc en clair, représente les intérêts de l'État. Oui, parce qu'en plus, il était sous l'autorité d'un autre établissement qui, lui, voilà, établissement le PFR, exactement. Donc c'est l'État, résumons, c'est l'État. Voilà, mais il y a ce point qui est important, qui passe assez vite dans la décision, mais qui est important quand même, qui est de dire une sauvegarde, c'est finalement, ça ne change pas pour les créanciers et ça permet sans doute de réaliser, d'avoir plus d'actifs que de passer directement en liquidation. Il y a cet aspect des choses qui est important. Il y a un autre aspect qui est important, c'est le fait qu'on a ce sentiment malheureux, encore une fois, que la justice commerciale vient entraver la justice, alors appelons-la civile, mais en tous les cas la décision de la Cour de cassation. Il faut quand même comprendre que quand une entreprise a des dettes, seraient-elles des dettes reconnues par la justice, comme c'est le cas ici avec les dettes de restitution? Elle a le droit, parce que c'est notre loi, c'est ce que dit notre code de commerce, elle a le droit d'avoir accès à ces procédures de traitement des difficultés des entreprises qui sont sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Et c'est là, on a cette impression que du coup, et on y reviendra tout à l'heure, avec les histoires de dispense de peine de Madame Lagarde, ça fait un deuxième... on va en parler. On a l'impression que décidément, dans cette affaire, la justice ne fonctionne pas comme elle devrait. Mais il faut quand même insister sur le fait que c'est une dette qui, même si elle est reconnue par la justice, est une dette qui peut faire l'objet de cet effet de suspension qui est lié à ces procédures qui sont des procédures légales. Pour bien comprendre ce que vous dites, c'est qu'on peut avoir, dans la théorie des apparences, l'impression que le tribunal de commerce fait en quelque sorte barrage de son corps au profit de Bernard Tapie, mais qu'en réalité... le dogme juridique et judiciaire et consulaire, donc commercial français, prévoit qu'il puisse y avoir des décisions contradictoires. Oui. Est-ce que je peux prolonger la question de Fabrice et vous bousculer? Allez-y, bousculez-moi. Je trouve que la procédure est tellement opaque que même la partie adverse n'est pas représentée. Le CDR n'était pas à l'audience. Ils ne sont pas reconnus. Donc c'est un huis clos. La procédure adverse n'est pas admise. Est-ce que vous ne vous dites pas que de la même façon que l'affaire Tapie, le scandale Tapie, a amené certains juristes à repenser le droit de l'arbitrage, parce que ça avait jeté un discrédit sur l'arbitrage. Est-ce que vous ne dites pas que là, vraiment, trop, c'est trop? Là, on ne peut pas défendre Alors, pour être parfaitement franc, dans cette affaire, j'ai toujours trouvé que on ne savait pas. C'est-à-dire, le point de départ, qui est une histoire de mandat pour vendre une participation, et il y a ce contentieux qui démarre. J'ai entendu, comme tout le monde, beaucoup de choses. Monsieur Tapie est comme ceci et comme cela. Pour être parfaitement franc avec vous, j'ai jamais eu le cœur net, parce que j'ai beaucoup lu sur cette affaire, y compris des choses qui ont été écrites par vous, des choses qui ont été écrites par Monsieur Tapie pour dire c'est l'affaire, mais pas celle qu'on vous raconte, etc. J'ai jamais eu le sentiment que ça soit très tranché. Peut-être qu'il est possible, alors bon, c'est pas la vérité judiciaire, d'accord, mais
l'arbitrage sur la partie qui était la partie, on va dire, appelons-la business, pas la partie préjudice moral. La partie préjudice moral, comme beaucoup de monde, elle m'a fait sauter sur ma chaise parce que j'avais 45 millions d'euros de préjudice 45 moral. millions d'euros, et ça n'a jamais été dit, et je suis content de pouvoir le dire ici, 45 millions d'euros, j'avais lu la sentence arbitrale, sur la partie préjudice moral, 45 millions d'euros qui passent en une page ou une page et demie, et il y a un truc qui n'a jamais été dit, je trouve, c'est le fait que c'est un préjudice moral qui résulte de publications dans la presse, d'un dessin dans une voilà, pub de du Crédit dessins, Lyonnais de dans le Figaro. photos avec marqué une poubelle, avec marqué Monsieur Tapie dessus. Et il faut rappeler une chose, c'est que les infractions de presse comme ça, elles étaient archi prescrites dans la sentence arbitrale. Plus que ça n'a pas été considéré comme L'affaire avait été diffamatoire. jugée en 1994. Et le En tapis tous avait les été cas, débouté. on vous dit 8 ans de diffamation ou de voilà, alors que tout ça, c'est des choses qui étaient qui ne pouvaient pas être poursuivies et sanctionnées. Donc le cet préjudice aspect-là, moral vous choque. Le Mais préjudice moral était archi choquant, et vous c'est alliez pas dire- parce que c'est Monsieur Tapie, c'est parce que on se dit 45 millions d'euros pour un préjudice qui est prescrit et en tous les cas qui n'a jamais été indemnisé comme ça. On se dit là. Ça avait quand même l'air d'être une forme, je ne dis pas que ça l'était, ça avait l'air d'être une forme de cadeau qui était faite à ce moment-là. Bon, voilà. Maintenant, sur la partie, appelons-la droit des sociétés, je trouvais que ça n'était pas si évident que ça de se prononcer dans un sens ou dans l'autre. C'est quand même étrange qu'il y ait à un moment donné une filiale de la banque chargée de faire le rachat, de faire la vente, qui soit une des entités qui rachète avec des histoires de crédits faits par la banque et de des paradis histoires, fiscaux. voilà, de clauses qui font que sur la plus-value qui sera faite sur la revente, la banque perçoit les 2/3 et les investisseurs 1/3. Donc ça, je trouvais que c'était... Enfin, il peut y avoir débat. Pas tranché. Il peut y avoir débat et voilà, des arbitres avaient tranché dans un sens, des juges ont tranché dans un autre sens, mais après, sur l'aspect qui est celui qui nous occupe aujourd'hui, à savoir, on a l'impression que la justice consulaire vient bloquer la justice, on pourrait dire, pour reprendre un mot qui n'est pas de moi, mais d'un avocat que je connais qui disait finalement la sauvegarde, c'est je me sauve et je garde dans cette histoire. On pourrait dire ça, et il faut bien comprendre que cette dette, appelons-la dette judiciaire, elle est traitée par le tribunal de commerce comme une dette fournisseur, comme une dette... Le tribunal voit une entreprise qui est en difficulté. C'est vrai que si maintenant on fait payer, s'il n'y avait pas eu cette sauvegarde demandée opportunément quelques jours avant, c'était en novembre 2015, donc quelques jours avant que la justice, que la Cour d'appel de Paris statue, s'il n'y avait pas eu cette procédure demandée opportunément à ce moment-là, ça allait assez vite, parce que c'est des entreprises qui se retrouvaient avec une dette exigible, et avec une dette exigible qu'elles ne pouvaient pas régler. Là, le tribunal les met en sauvegarde, et en sauvegarde, ça veut dire qu'il y a une période d'observation et que ça gèle le passif, qu'on ne peut pas demander paiement à l'entreprise qui est en sauvegarde. Et là, au final, on a une décision qui vous dit que eh bien, la sauvegarde, elle fait que ce n'est pas remboursable tout de suite, mais c'est remboursable sur 6 ans. Donc Tapie garde son hôtel de la rue des Saints-Pères, il garde sa villa de Saint-Tropez, il garde tout. Et il y a juste la Provence, il se sert du journal La Provence comme bouclier. Alors, on va en parler. Juste une petite question, Laurent, sans trahir les conversations. Mais il se trouve que j'ai eu Bernard Tapie ce matin au téléphone pour essayer de le convaincre de venir quand même chez nous, y compris pour y annoncer des plaintes contre nous, puisque, en effet, nous n'avons pas peur d'aller devant les tribunaux et nous assumons ce que nous écrivons devant la loi. Mais à un moment, il me dit... je suis condamné à rembourser au moins 404 millions, mais en réalité, j'ai perçu, perso, que 212. De mémoire, c'est le chiffre qu'il me donne. Pourquoi je dois rembourser la totalité ? A priori, quand on entend ça, c'est de bon sens. Qu'est-ce qu'on peut objecter à ça ? Parce qu'il y a un calcul d'apothicaire entre les dettes, les créances que lui-même avait sur le CDR. Dans ce calcul, lui ne prend pas en compte d'autres choses. Par exemple, il a versé, je crois, 8 millions d'euros à son avocat, Maurice Lantourne. Ouais. Du même coup, comme l'arbitrage a été jugé frauduleux, cette somme devra revenir et être reversée à l'État. Donc c'est vrai que
dans le chiffrage que je donne de 475 millions d'euros, tout n'a pas encore été passé au tamis. Hein. Donc le chiffre n'est pas le chiffre exact des sommes qu'il devra rembourser. Et en plus, se surajoute un autre problème, c'est que il y a un autre volet de l'affaire qui est le volet fiscal. Hein. Oui. On a beaucoup documenté ça sur Mediapart. Il devait payer 110 millions d'euros d'impôts. Finalement, grâce à Eric Woerth et son directeur de cabinet, ça a été abaissé à 11 millions d'euros. Une enquête que j'ai faite avec Yann Philippin. Et donc, du même coup... Et il y a une enquête judiciaire maintenant. Il y a une enquête judiciaire. Sur la ristourne fiscale. Il y a les juges, les mêmes juges mènent par ailleurs une enquête sur le dossier fiscal. Et donc, il y a peut-être un possible renvoi devant... alors, ce sera devant quoi? La Cour de justice de la République ou devant une juridiction ordinaire? Nous le verrons, sans doute. Dans la décision, ça fait partie des actifs. D'ailleurs, il y a un moment une douzaine de millions d'euros qui sont parmi les actifs envisagés, une créance de restitution d'impôts. Donc, il y a aussi les créances fiscales. Et donc, il y aura plus et moins une grande colonne à faire. Alors, avant de parler de la presse, juste, Éric Alt, vous êtes, vous, le magistrat professionnel de cette conversation. Quel regard vous portez sur ce qui vient d'être dit sur le tribunal de commerce et le fonctionnement des tribunaux de commerce, pas forcément au ras de cette histoire, mais de manière peut-être un peu plus générale par rapport à ce qui a été dit précédemment? Je ne veux pas trop déduire de cette décision, qui a sa logique interne, qui sera révisée par la Cour d'appel sans doute. Oui, il y a eu un appel du parquet. Le parquet a fait appel. Mais le vrai sujet, c'est effectivement celui des tribunaux de commerce. Et il y a au moins un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que les tribunaux de commerce sont un atout pour l'économie. Il y a un rapport de Mme Mouturmayer, Xème rapport pour réformer les tribunaux de commerce, et celle-ci dit notamment au regard de la façon dont ils fonctionnent, au regard de leur singularité par rapport à ce qui se passe à l'étranger, au regard de l'aléa que présentent un certain nombre de décisions, les tribunaux de commerce ne représentent pas un atout pour notre économie. Mais un poids. Mais sans doute un poids. Et donc, ça fait maintenant bien plus de 20 ans, puisque déjà Robert Badinter avait songé à réformer les tribunaux de commerce. Dans les projets J21, Justice du XXIe siècle, il était également question d'une réforme du tribunal de commerce qui n'a pas eu lieu. Nous sommes aujourd'hui à une époque où il est question de moraliser la vie publique et peut-être aussi la vie économique. Et je pense que ce serait un moment, en tout cas un bon moment, pour se saisir enfin de ce sujet. Il y a déjà eu beaucoup de réformes, et se saisir enfin de ce sujet, peut-être envisager... peut-être l'échevinage, au moins l'échevinage, c'est-à-dire un juge professionnel et des juges entrepreneurs qui permettraient de lier à la fois... Une composition plus mixte. Voilà, la mixité de cette juridiction qui permettrait de lier la compétence d'un magistrat professionnel et puis la vue et l'expérience de chef d'entreprise. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les aspects judiciaires du dossier, mais on rejoint tout de suite Benoît Gilles, qui est le rédacteur en chef de Mars Actu, qui est normalement depuis Marseille par Skype avec nous, puisqu'on aimerait parler de la Provence, Laurent, qui est au cœur de la stratégie judiciaire de Bernard Tapie. Oui. Est-ce que, avant d'en parler avec Benoît, ça y est, Benoît, on te voit, bonjour. Bonjour. Et est-ce que, Laurent, tu peux nous dire quelles sont d'ores et déjà les conséquences de la prise de pouvoir par Bernard Tapie sur le groupe La Provence, notamment sous un aspect qui nous est très cher, qui est celui de la liberté de la presse? Je ne trahirai pas de secret en disant qu'il y a parmi les journalistes de la Provence une très grande inquiétude. Inquiétude d'autant plus forte qu'ils sont face à un PDG énergique. On le voit bien, nous, dans ses réactions avec Mediapart, tellement énergique que... Il voulait régler sur le prêt, ton papier. Oui, mais tellement énergique que, je peux le dire, j'ai appelé tous les syndicats de journalistes. Aucun n'avait envie de parler publiquement parce que avec lui c'est compliqué, il faut peser ses mots. Donc voilà, et donc ils sont inquiets. Pourquoi? Ils sont inquiets pour une raison économique. Ils sont pris en otage. Donc Bernard Tapie, dans son plan de sauvegarde, prévoit d'apporter 20 millions d'euros de dividendes sur 5 ans prélevés sur la Provence. Ça me semble irréaliste, mais même si c'était vrai, ça veut dire que tous les éventuels bénéfices de la Provence serviraient non pas à réinvestir, mais à payer sa dette. Donc c'est l'assèchement du journal. Et puis je pense qu'il y a une inquiétude éditoriale très forte. Je donne juste un exemple, mais notre confrère le validera ensuite. Prenez un exemple. La Provence, qui est le grand journal du second bassin de lectorat français, le lectorat marseillais. 2014, élection municipale.
qui est l'arbitre du débat électoral des municipales, qui reçoit dans des émissions de vidéo tous les candidats à la mairie, c'est Bernard Tapie. Lui-même. Donc c'est une intrusion dans la vie éditoriale du journal qui est très très choquante. Donc voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres exemples de ce type. Benoît Gilles, donc, tu es le rédacteur en chef de Mars Actu. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, du point de vue de la presse et de la Provence et de la liberté d'informer à Marseille, un avant, un après Bernard Tapie? Oui, c'est évident, même si l'histoire de la Provence et de ses relations avec les différents actionnaires qui se sont succédés n'a jamais été très positive. On ne peut pas dire qu'ils aient eu beaucoup de chance avec le groupe Hersant ou avec Lagardère avant. Mais il y a un avant et un après parce que, effectivement, il y a d'abord l'effet poudre aux yeux. C'est-à-dire que quand il arrive à Marseille avec ce tapis, ce métatable, hein, cette émission de télé, il promet monts et merveilles à sa rédaction, au journal, au groupe. Il annonce des investissements, il annonce par exemple un dispositif, un prototype canadien permettant de mettre la G4 sur tous les téléphones et de faire du direct. Bon, bien sûr, ce prototype canadien, ils n'en ont jamais vu, ne serait-ce que la couleur. De la même manière que la ProvenceTV.com, qui devait être la télé de la Provence et qui était le support de cette émission où il se mettait en valeur avec, face aux candidats à la municipale. La ProvenceTV.com a fini par disparaître corps et bien avec l'ensemble de ses projets, parce que la réalité, c'est qu'il n'a jamais investi réellement dans l'outil. Au contraire, il a tordu l'outil à sa façon, à ce qu'il espère en faire, c'est-à-dire finalement une marque qui sert à tout, une marque attrape-tout, qui réduit la vraie fonction du groupe La Provence, c'est-à-dire de faire de la presse et de produire un journal. C'est avant tout ça, la Provence. Or, aujourd'hui, la Provence sert à vendre du chocolat. Ils ont un salon du chocolat, ils ont un tour La Provence, un tour cycliste, ils ont une marque blanche même pour réaliser des salons un peu partout. Et finalement, on s'aperçoit que la partie journalistique du groupe La Provence est en train de réduire à peau de chagrin au fur et à mesure des ambitions, on va dire, capitalistique du monsieur et de sa volonté de remonter des dividendes. Alors, est-ce que de ce que vous arrivez à documenter à Mars Actu, par rapport à ce que disait Laurent Mauduit tout à l'heure, il y a quel est l'état d'esprit, en quelque sorte, du corps social des journalistes à la Provence vis-à-vis de Bernard Tapie? Est-ce qu'on entend parler d'injonction, d'intervention sur le contenu, de censure, pour utiliser un grand mot? Et deuxième question sous-jacente, est-ce que la Provence est vue comme étant, je reprends l'expression de Laurent Mauduit, en otage dans la stratégie de Bernard Tapie pour se sauver des flammes, en quelque sorte, de l'affaire qui porte son nom? Alors, sur la première question, il faut se souvenir que il y a quelques années maintenant, à l'arrivée de Bernard Tapie, on avait organisé conjointement avec Mediapart, Mars Actu et Le Ravi, une grande soirée à la Criée, et les journalistes de la Provence étaient venus pour dire: vous faites du journalisme prédictif, pas du tout, vous faites un procès d'intention à Bernard Tapie, il faut juger sur pièce. Bon, voilà. On s'aperçoit finalement 4 ans après que si on juge sur pièce, l'effet a été désastreux pour la Provence. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une intrusion directe et permanente du patron, du principal actionnaire, dans la ligne éditoriale du titre. Bon, on sait qu'il appelle régulièrement certains journalistes quand il n'est pas content du traitement, mais ce n'est pas cette présence-là qui est finalement la plus dommageable. C'est d'abord l'effet répulsif qu'il a pu avoir, l'effet repoussoir qu'il a eu sur un certain nombre de journalistes qui ont pris la clause et qui sont partis. En plus, lui s'est battu jusqu'au bout pour ne pas donner l'argent auquel ils avaient droit. Hein. La clause de cession, c'est le droit de partir d'un titre quand celui-ci est vendu, et le droit de partir avec des indemnités au moins égales à celles de son ancienneté. Il s'est battu jusqu'au bout pour ne pas donner ces indemnités. Il a d'ailleurs fustigé ce métier de privilégié. Hein. Donc ça, c'est dans un premier temps le départ et une saignée de la rédaction, et ensuite un plan social qui a achevé de mettre finalement de rendre ce journal une forme de bateau ivre, sans véritable distance, sans véritable, je veux dire, cap
dans sa façon de se développer. Donc ça, c'est pour la première question. J'ai un peu oublié la deuxième en partant. C'était quoi la deuxième question, c'était est-ce qu'il y avait un sentiment d'être pris en otage dans la stratégie personnelle de Bernard Tapie? Là-dessus, très clairement, hein, il faut se souvenir que quand il achète la Provence, il achète la marque La Provence. C'est-à-dire qu'il achète le mot La Provence. Il achète ce qui peut plaire aux Chinois, ce qui peut vendre de la lavande. Hein, et il le dit très clairement. Finalement, le journal, ça passe derrière. Il leur vend, il parle de cartes, de pouvoir d'achat, d'assurance. Voilà, il a une logique de diversification. Et ça, forcément, ils sont pris en otage par ça, par l'impression que leur métier, qui est d'informer, passe au second plan. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ils ont vécu au rythme, au final, de l'affaire judiciaire. Hein, l'entrée des Belges, ils l'ont vécu. Donc un groupe belge qui aujourd'hui qui est un actionnaire minoritaire de la Provence, ils l'ont vécu comme une manière aussi d'éviter une vente directe de la Provence ou une mise en redressement judiciaire de la société, et pas forcément comme un moteur de son développement. Ça, c'est la première chose. Ou encore quand Laurent Mauduit produit le texte de ce plan finalement de remboursement, en lisant les tétines, ils s'aperçoivent que c'est très fantaisiste, effectivement. À un moment donné, le cabinet qui est mandaté pour développer ce plan de financement évoque finalement la copropriété de Varmatin. C'est absolument fou. Le groupe Bernard Tapie, la Provence, n'est absolument pas copropriétaire de Varmatin. Il est question aussi d'hebdomadaires qui sont édités dans plusieurs départements et qui doivent permettre d'apporter finalement ces dividendes, ces précieux dividendes dont a besoin Bernard Tapie. Il cite une société, la SNC Hebdo Sud, qui n'existe plus. Enfin, alors si elle existe, elle n'a plus d'activité depuis plusieurs années. Elle éditait 2 hebdos, Vaucluse Hebdo et Marseille Hebdo, et ces 2 hebdos ont disparu corps et biens. Et donc depuis, SNC Hebdo Sud ne fait plus rien. Et quand ils lisent ça, quand ils lisent que on annonce un dividende cette année de 1,8 million, alors qu'en réalité c'est 1,3, ils ont l'impression effectivement d'être utilisés, d'être pris en otage d'une stratégie poudre aux yeux qui visiblement fonctionne devant le tribunal de commerce, mais ne fonctionne plus pour eux. Hein, ils espéraient, je pense pour une grande part, trouver une solution, trouver un actionnaire enfin fiable et ne plus être l'otage de ce magicien qui ne cesse de rebondir. Dernière question, Benoît. Quel est le traitement de l'affaire Tapie dans les colonnes de la Provence ? Alors bon, on va dire à géométrie variable. Quand il se fait définitivement condamner par la Cour de cassation, visiblement il était question d'en faire un 2 cols en info générale, un papier non signé, discret mais on va dire une place honorable. Il y a eu débat. Il y a eu débat pour finalement que ça ne devienne qu'une brève qui a été soulignée d'ailleurs par le Canard enchaîné. Alors là, ils se sont rattrapés, curieusement, quand le tribunal de commerce finit par valider le plan de remboursement. Là, on retrouve un 2 cols en toute édition, donc quelque chose d'assez propre. Alors je ne sais pas s'ils ont repris la dépêche AFP ou s'ils ont fait un papier maison, mais on est dans le sobre. Voilà. Donc ils sont dans le service minimum, on peut le comprendre. Et quand il faut, je crois que la direction actuelle de la Provence, qu'elle soit rédactionnelle ou le PDG, fait en sorte de plaire au patron. Un article signé d'un certain BT. Éric Alt, là on parle d'un journalisme à 2 vitesses, en quelque sorte, et il y a parfois ce sentiment pesant, y compris chez beaucoup de nos concitoyens, d'une justice à 2 vitesses, dont l'affaire Tapie pourrait être un exemple criant. Oui, tout à fait. J'en veux pour preuve ce qu'on appelle la Cour de justice de la République, la CJR, que de nombreux candidats, anciens présidents, François Hollande, M. Bayrou et Emmanuel Macron, aujourd'hui, promettent de supprimer. Alors, pour nos lecteurs, pour nos auditeurs, pour ceux qui nous regardent, la Cour de justice de la République, c'est un tribunal d'exception pour hommes et femmes politiques, puisqu'elle juge les délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Mais un peu à la manière des tribunaux de commerce, ils se jugent entre eux, puisque c'est à majorité de parlementaires que quand il y a un procès, et c'est très rarement qu'il y a un procès, qu'ils se jugent, puisque les juges professionnels, les magistrats professionnels sont minoritaires. Et dans l'affaire Tapie,
Il y a déjà eu un jugement, c'est le premier jugement qu'il y a eu dans ce dossier, alors qu'il y a une enquête devant la justice ordinaire, en quelque sorte, pour escroquerie en bande organisée. Je parle sous le contrôle de Laurent Mauduit. 6 personnes mises en examen. Le parquet de Paris qui a réclamé leur renvoi, comme on dit, devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire pour être jugé lors d'un procès. Parmi les commanditaires politiques, il y avait Madame Lagarde, ministre de l'économie et des finances sous Nicolas Sarkozy, celle qui a décidé de passer à l'arbitrage et de sortir donc l'affaire Tapie et sa résolution de son problème avec le Crédit Lyonnais de la justice ordinaire publique pour la justice privée. Elle a été condamnée pour négligence. Alors on passe d'escroquerie en bande organisée en dehors de la CJR à négligence, à 404 millions d'euros d'argent public, mais elle est condamnée sans peine. C'est-à-dire que 400 millions dispensés de peine. Bon. Sincèrement, vu de l'extérieur, c'est extravagant. Non, mais par construction, ce système de la Cour de justice de la République induit une justice à 2 vitesses. Puisqu'on a une qualification pénale devant la Cour de justice de la République concernant Mme Lagarde, effectivement négligence, et le directeur de cabinet et les autres qui font l'objet de poursuites dans le volet non ministériel, instruits devant un juge d'instruction, sont poursuivis sous l'angle de l'escroquerie en bande organisée. Les doublures. Et donc on aura un autre jugement, qui sera peut-être plus sévère ou peut-être, mais on verra. Il y aura un autre jugement devant un tribunal correctionnel, devant la juridiction normale, sur ce point. Je comprends. En tout cas, c'est dommage que le projet de loi constitutionnelle de M. Hollande se soit enlisé et qu'aucune énergie politique n'ait été investie pour sortir ce projet de l'enlisement. M. Bayrou reprend à son compte ce projet de réforme constitutionnelle. J'espère qu'enfin, il sera adopté. Vous sentez plus d'énergie? En tout cas, il y aura une tension démocratique nécessaire, parce que je crois qu'à l'Assemblée nationale, le personnel politique largement renouvelé, qu'il s'agisse des députés En Marche ou des Insoumis, devrait être ouvert à cela. Peut-être y aura-t-il plus de réticence au Sénat. Et donc, nous verrons. En tout cas, il est nécessaire d'avoir une volonté politique. Il est nécessaire d'avoir une volonté politique pour faire aboutir ce type de projet. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous regardez la chronique de l'affaire Tapie, que la justice, qu'on va appeler ordinaire ici pour des raisons de commodité de langage, est parasitée par d'autres justices? Ici, le tribunal arbitral, la justice privée, dont on voit que le résultat est considéré aujourd'hui comme une escroquerie en bande organisée, c'est pas rien, on se croirait dans un film mafieux. Là, le tribunal de commerce qui, selon les dires de Laurent, fait paravent et empêche l'exécution de la décision de la Cour de cassation, ou encore la Cour de justice de la République, qui condamne mais dispense de peine Madame Lagarde, qui peut du coup continuer à être présidente, c'est pas rien, du Fonds monétaire international. Mais cette affaire de Tapie est un festival d'aberrations. La plus grande aberration, c'est d'ailleurs la décision de la ministre Madame Lagarde d'accepter que ce contentieux qui suivit normalement son cours devant la justice aille devant un tribunal arbitral. Et la fonction d'un tribunal arbitral, ce n'est pas d'arbitrer entre les intérêts de l'État et un intérêt privé. C'est la justice normale qui est chargée de cela. Donc là, il y avait déjà quelque chose de tout à fait aberrant. Et ensuite, quand elle a connu le résultat de cet arbitrage, elle a décidé de ne pas faire appel. Subsidiairement, un certain nombre de parlementaires avaient décidé d'aller devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État a trouvé qu'ils étaient... Ils n'avaient pas intérêt à agir. Qu'ils n'avaient pas un intérêt suffisant à agir. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, Laurent Mauduit parlait d'effet de sidération. Je pense que la première sidération, c'est celle qui consiste à avoir vu cette affaire qui suivait normalement son cours être déférée devant une juridiction arbitrale. Est-ce que c'est pas même plus grave que ça? Parce que, je vous dis, moi, le sentiment que j'ai pour chroniquer l'affaire, même au pénal, on peut se dire, bon, voilà, au civil, ça a touché presque au but, et puis il y a l'obstacle tribunal de commerce, mais on est à la fin de la procédure. Au pénal, on y sera bientôt, parce que les juges ont fini leur instruction, le parquet a fait ses réquisitions, et donc on attend l'ordonnance de renvoi. Et ce que l'on subodore, c'est que ceux qui seront éventuellement renvoyés devant un tribunal correctionnel seront ceux qui ont fraudé l'arbitrage. Bernard Tapie, éventuellement son avocat, plus quelques hauts fonctionnaires. Un des arbitres aussi. Un des arbitres. Pierre Estoupe, l'ancien président de la Cour d'appel de Versailles, voilà, mais pas ceux qui ont commandité l'arbitrage. Si je dis ça, c'est que on sait que les juges d'instruction ont bloqué sur l'étape Claude Guéant, qui était secrétaire général de l'Élysée, et c'est dans son bureau que se sont déroulées toutes les réunions qui ont lancé l'arbitrage.
et pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été convoqué par les juges. Il leur a dit, messieurs, je ne viendrai pas. Les juges se sont inclinés. Or, il y a le statut pénal du chef de l'État, mais la préparation de l'arbitrage s'est faite dans les 6 mois avant la présidentielle. Tapi est venu voir Sarkozy 7 fois ou 8 fois. Et on sait que la avant qu'il soit président. Avant qu'il soit président. Et on sait que la préparation de l'arbitrage, s'il y a eu escroquerie en bande organisée, la bande s'est organisée avant l'élection présidentielle. Et donc, on risque peut-être d'aller vers un tribunal correctionnel. En fait, il y a un secret, sans doute. Le cœur de l'histoire, c'est un secret entre Tapi et Nicolas Sarkozy. Or, les 2 protagonistes ne seront pas ensemble devant la justice. Alors, c'est un problème de preuve. Il arrive que les juges d'instruction choisissent une stratégie procédurale pour avoir un dossier bien bétonné. Et cette hypothèse plausible pouvait ne pas résister à la défense. Donc, souvent, les juges d'instruction choisissent de se concentrer sur ce qui est le plus évident, ce qui a le plus de chances de donner lieu a plus de chances à remporter la conviction du tribunal correctionnel. Oui, parce que il n'y a rien de pire pour un juge d'instruction que d'être désavoué non, c'est pas, au moment du procès. Un juge d'instruction peut accepter d'être désavoué, mais il cherche quand même à mettre en état un bon dossier devant un tribunal correctionnel. On ne peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. Alors, vous avez été l'auteur d'un livre qui est aussi le titre de votre blog à Mediapart, c'est « L'esprit de la corruption ». Je vous dis ça parce que ce dont nous parlons, c'est un problème au-delà, et c'est ce que nous aimons à Mediapart, au-delà des affaires elles-mêmes, des faits et des personnes qui sont concernées, d'essayer d'en comprendre la leçon de choses, le sens des affaires sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment, l'analyse qu'au prisme de l'affaire Tapi et de ce que nous venons de dire, les institutions telles qu'elles sont favorisent en quelque sorte l'esprit de la corruption? En tout cas, c'était un peu l'esprit, c'est ce que je démontrais dans le livre, qu'on a des institutions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, et qui ne permettent pas d'asseoir une culture de la probité, de l'exemplarité. Donc, la leçon, c'est qu'il faut changer ces institutions et les changer assez radicalement. Et c'est la raison pour laquelle, concernant le projet de M. Bayrou, nous avons à Anticor une opinion mitigée. C'est-à-dire qu'à la fois, nous saluons des lois ambitieuses si elles sont adoptées, parce que c'est incontestablement un projet ambitieux, mais on se dit, ce sont de bonnes lois, mais on ne va pas jusqu'au bout, à savoir que valent de bonnes lois s'il n'y a pas une justice efficace pour les sanctionner, pour réprimer les atteintes aux lois. Et M. Bayrou, en l'état, a dit il y aura sans doute quelque chose sur la justice, ce sera même un moment constitutionnel, mais il n'a rien dit sur le détail. Comment-il ? Il n'a rien dit sur le détail. Et il manque effectivement ce volet judiciaire, ce volet indépendance du parquet, évidemment, et peut-être même un peu plus, s'agissant du... Alors, pour la Cour de justice de la République, c'est acquis. Il reste aussi cette culture des immunités. On peut concevoir que les parlementaires bénéficient de l'immunité dans l'exercice de leurs fonctions, pas de problème. Est-ce qu'ils doivent bénéficier de la même inviolabilité pour se soustraire aux juges d'instruction quand ils sont appelés devant la juridiction ordinaire? Je n'en suis pas sûr. Et puis, symboliquement, ça ne concernera pas M. Macron, mais ça aurait concerné d'autres candidats, le président de la République bénéficie d'un statut d'inviolabilité totale. Il n'est même pas tenu de répondre à des convocations pour simplement témoigner. Donc là aussi, il était d'ailleurs question dans le projet Jospin pour le renouveau démocratique. Et oui. C'était quand même pas un projet subversif que le rapport, oui, la commission Jospin, c'était pas un projet subversif que le rapport Jospin. Eh bien, il était question de normaliser le statut pénal du chef de l'État, de normaliser son statut civil. Donc là aussi, quelque chose qui pourrait être utilement ajouté au projet de M. Bayrou, mais j'ai compris qu'il y avait un débat ouvert et qu'on pouvait encore espérer que ce projet ambitieux sur certains aspects soit enrichi. Bruno Dandéro, vous vouliez réagir? Oui, sur on parlait de la juridiction arbitrale. Là, elle a effectivement donné à voir un dysfonctionnement, enfin plus qu'un dysfonctionnement, enfin ça ne doit pas arriver. C'est une institution qui est beaucoup utilisée dans la vie des affaires et qui est utilisée d'une manière qui donne satisfaction aux parties, parce qu'elles peuvent avoir une décision qui va être confidentielle, qui va être parfois, enfin qui va être plus rapide, qui va être avec peut-être tel ou tel expert du sujet sur lequel il faut
trancher, avec les parties payent pour ça, et elles payent, voilà, elles payent ce qu'elles ne payent pas. Donc, généralement, c'est pour gérer des conflits entre deux sociétés. Oui, c'est le plus souvent pour ça, l'arbitrage d'affaires ou l'arbitrage international, et là, ça donne satisfaction. Là, c'est vrai ça vaut pour tout, sauf pour l'argent public. Bah, là, en l'occurrence, enfin, surtout vu ce qu'on a vu avoir, on peut se dire que non, enfin, ça lie cette institution de l'arbitrage. Mais de même, enfin, pardon, de revenir un instant sur la justice consulaire, la justice consulaire, oui, enfin, il y a, là, je ne dis pas que là, c'est un dysfonctionnement, mais on sait bien sûr qu'il y a eu des dysfonctionnements. Ils doivent être combattus. C'est une justice qui doit être améliorée. La loi sur la justice au XXIe siècle, d'il y a quelques mois, a ajouté des règles sur la prévention des conflits d'intérêts. Les juges consulaires doivent faire une déclaration d'intérêt. Et ça, c'est des bonnes choses. Mais je crois que c'est une justice qui a son utilité, qui est faite par des gens qui sont en très grande majorité des gens compétents et honnêtes, et qui, on a beaucoup parlé de l'échevinage, effectivement, mettre côte à côte un juge de carrière et des juges... Vous préférez, j'ai remarqué, de carrière que professionnel. Non, mais c'est compliqué parce que juge professionnel, on ne sait pas. Enfin, le juge consulaire, c'est un professionnel qui juge, alors que le magistrat de carrière, c'est un juge professionnel. Dans le de carrière. On finit par ne plus s'y retrouver. Mais bon, enfin, on peut effectivement réfléchir à comment améliorer cette justice, mais c'est une justice qui est voilà, enfin, qui a en matière de difficulté des entreprises, là, on pointe du doigt cette décision, mais c'est une justice qui rend de grands services. Et il faut insister aussi sur une chose, si aujourd'hui on devait la supprimer pour donner toutes ses missions aux juges, aux magistrats, aux juges de carrière, on aurait un véritable problème de budget, parce que c'est une justice qui est faite par des gens qui ne sont pas rémunérés. Il faut insister là-dessus quand même. Alors justement, quand on est bénévole, on peut être bénévole pour une cause, mais quand on est bénévole pour rendre un service qui est en fait un service de l'État, j'ai un doute. Et effectivement, en réalité, le bénéfice, outre le prestige relatif d'être juge consulaire, c'est aussi d'avoir de l'information sur les concurrents. Vous seriez pour rémunérer? Moi, je suis tout. J'ai aucun problème. La rémunération protège. La rémunération protège. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans tous les autres pays européens. Oui. On a une justice. On est une exception de ce point de vue-là. On est une exception, européenne. C'est effectivement, c'est une justice qui est assez exceptionnelle. Il y a, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, enfin en Europe, qui l'ont, mais en tous les cas, c'est effectivement quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, enfin, pour le coup, là, on peut débattre, et c'est toujours compliqué de débattre en disant oui, une majorité de ceci ou de cela. Je ne suis pas sûr que le juge consulaire vienne là pour recueillir de l'information. Le juge consulaire, des nombreux juges que je connais, viennent là parce qu'ils trouvent ça honorable de rendre la justice. Et voilà, il y a un prestige, le fait d'être président de chambre ou président du tribunal de commerce. C'est un grand prestige et ça ne les occupe pas. Ils ne sont pas dans des fonctions gratuites toute la semaine. Ils sont dans des fonctions gratuites et c'est, de ce que je vois, c'est une journée, peut-être un peu plus par semaine. C'est une rémunération symbolique, quoi. C'est des chefs d'entreprise. C'est une institution qui est ancienne, de chefs d'entreprise qui viennent rendre la justice sur les affaires d'autres entreprises. Après, bien évidemment, il faut lutter contre les conflits d'intérêts. Il faut éviter, surtout dans les petites juridictions, que vous soyez jugé par votre collègue, votre concurrent, voilà, des gens que vous connaissez. Mais c'est une justice, enfin, je comprends qu'on n'est pas du même avis là-dessus, c'est une justice que, pour ma part, j'ai toujours défendue, parce que je vois, surtout en matière de droit des entreprises en difficulté, que c'est une justice qui est faite par des gens compétents et qui rend de grands services. Alors, dernière question, Laurent, parce que je vois qu'il est 21h28 et le prochain débat sur le programme secret des armes chimiques de Bachar el-Assad, 2 salles, 2 ambiances par rapport à notre conversation. Une phrase quand même de celui qui n'était pas encore garde des Sceaux dans le documentaire dont tu étais le co-auteur sur l'affaire Tapie. Je parle de François Bayrou, car il a ferraillé dans l'affaire Tapie. Il dit, dans ton documentaire, je cite, « Dans cette affaire, il y a tous les vices de la Ve République dévoyée », parce qu'il s'incline devant l'esprit de la Ve façon Debré-de Gaulle. Pour conclure, est-ce qu'il faut comprendre que l'affaire Tapie, quand il parle des vices de la Ve dévoyée, c'est l'annexion de la politique par l'argent?
Oui, je ne sais pas ce qu'il avait à l'esprit, mais en tout cas, moi je reprendrai cette formule et c'est le sens que je lui donnerai. Tu as dit tout à l'heure en introduction de notre débat, c'est que l'intérêt de l'affaire Tapie, ce n'est pas Tapie, c'est le miroir qu'il renvoie des dysfonctionnements et de notre capitalisme et de notre démocratie. Et en fait, je trouve qu'il y a une sorte de vice combiné. On est en France dans un système de monarchie républicaine, donc de présidentialisme, qui anémie toute la démocratie et aussi la justice, parce qu'elle n'est pas indépendante. On est dans l'histoire longue, celle du Second Empire. La justice est quelque part sous la coupe de Napoléon le Petit. On est dans cette tradition politique-là. Et je trouve que l'intérêt de l'affaire Tapie, c'est qu'on le voit, c'est un effet de miroir de la fin du second septennat de François Mitterrand aux années Sarkozy. Et ce sont les mêmes vices qui fonctionnent. C'est un capitalisme consanguin qui vit avec l'État. Ce que tu appelles, toi, le capitalisme de la barbichette. De la barbichette. Je te tiens, tu me tiens. Voilà, on se rend des services mutuels. Donc c'est une banque publique dont le PDG est proche de Mitterrand, qui vient aider un ministre, Bernard Tapie, qui détient une entreprise. C'est stupéfiant d'imaginer qu'un ministre obtient un prêt, achète Adidas avec un prêt d'1, il ne met pas un sou de sa poche. D'une banque publique à l'époque. Public. Le paradoxe de l'histoire, c'est que du président. Tapie n'a jamais mis un sou de sa poche dans Adidas. Le conflit, bon. Et c'est la même histoire que l'on vit à la fin. Sarkozy rencontre Tapie sans arrêt, et en même temps, la justice qui a été très instrumentalisée dans l'affaire Tapie au début de l'affaire, sous Mitterrand, l'est encore plus avec l'arbitrage sous Nicolas Sarkozy. Et donc c'est vrai, c'est le système d'endogamie entre l'État, les milieux d'affaires, dans le cadre d'une démocratie où la justice n'est pas indépendante. Donc le constat est, à mon sens, le bon. Donc l'enjeu, c'est sortir de ce système de monarchie républicaine, refonder notre République et refonder la démocratie et la justice. Voilà, à mon avis, les leçons essentielles de l'affaire Tapie. Et vous avez compris, abonnez-vous à Mediapart. Merci à tous les trois et à Benoît Gilles depuis Marseille.